Bonjour à tous, donc je suis Emmanuelle Autrette, je suis chercheur au laboratoire d'océanographie physique et spatiale à Brest, à l'Ifremer, enfin à Plouzané. Donc moi je vais passer sur, alors c'est un petit peu le parallèle de ce qu'a présenté David, mais là cette fois sur la température de surface de la mer. Donc Thierry Tormos est également co-auteur de cette présentation. Alors la température de surface de la mer, donc on appelle vraiment très couramment SST pour Sea Surface Temperature, et je vais utiliser l'acronyme tout au long de la présentation, parce que c'est beaucoup plus court. Sa définition, c'est la température de la surface de la mer dans les premiers mètres de la couche superficielle. Donc c'est assez vague finalement, donc on peut la mesurer avec des instruments in situ ou par télédétection. Alors, les instruments in situ sont des capteurs qui sont immergés, installés sur des bouées dérivantes ou des bouées ancrées, ou éventuellement on peut faire des mesures à partir de navires. Ce sont des mesures généralement ponctuelles, instantanées ou moyennées sur quelques minutes, avec des précisions de quelques centièmes à quelques dixièmes. Et les profondeurs de ces mesures se situent à peu près entre 30 cm et quelques mètres. Par télédétection, donc on utilise des capteurs qui s'appellent des radiomètres, dont a déjà parlé David, qui sont des instruments passifs, donc embarqués sur des satellites soit géostationnaires, c'est-à-dire qui se situent tout le temps au-dessus du même point sur la surface de la Terre, ou bien des satellites défilants. Il y a deux types d'instruments, deux familles, on va dire, les instruments infrarouges et les instruments qui travaillent dans des longueurs d'onde proches du micro-ondes, dont je vais en reparler un petit peu plus tard. Donc en fait, le principe, c'est quelque chose qui est un peu plus simple que la couleur de l'eau, enfin que toutes les variables dérivées de ce qui peut être mesuré dans le visible. Ici, le rayonnement qui est émis par la surface est fonction de sa température, et donc on retombe sur la loi du corps noir. Je vais partir dans cette présentation, je vais un petit peu partir du large et puis des produits classiques opérationnels qu'on trouve, qui sont un peu sur étagère depuis une quarantaine d'années, pour aller vers le littoral et ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui. Donc sur des données de satellites de température de surface de la mer, on a des produits avec des résolutions spatiales de l'ordre du kilomètre à 25 km. Donc depuis les années 80. Les températures de surface sont estimées par des algorithmes empiriques, puisque ce n'est pas la SST elle-même qu'on calcule, mais il faut aussi faire une correction atmosphérique, un petit peu comme pour la couleur de l'eau. Les précisions sont variables selon les instruments. Ça peut être quelques dixièmes de degré, on peut aller jusqu'au degré. Et la profondeur de mesure, c'est vraiment la pellicule de surface, et je vais y revenir. Alors je pense que ce schéma, il est important à avoir en tête quand on utilise des observations. Alors je vais prendre le temps de le décrire le plus précisément possible. Donc si on s'intéresse à la partie de gauche, on est dans des conditions de nuit avec un vent assez fort. Ici, on voit, il s'agit d'une anomalie entre la température à 10 mètres. Donc la température à 10 mètres, donc c'est les étoiles bleues. Donc c'est 0 puisque c'est une anomalie. Et puis plus on monte vers la surface, là, plus on voit que dans ces conditions de nuit avec fort vent, à 1 mètre, on a des chances de retrouver la même température qu'à 10. Et puis plus on s'approche de la surface et de la pellicule de surface, plus on voit qu'il peut y avoir un écart de quelques dixièmes de degrés. Maintenant, si on s'intéresse à la partie de l'image qui est à droite, ici on est dans des conditions de jour, avec un vent faible, et donc potentiellement un réchauffement qu'on appelle le réchauffement diurne, réchauffement par le soleil. Et sous ces conditions, par exemple, l'anomalie entre la mesure à 10 mètres et la surface, elle peut être très importante. On peut avoir plusieurs degrés en arrivant proche de la surface. En Méditerranée, sous des conditions de vent faibles, le réchauffement diurne, il peut aller jusqu'à 4, 5, 6 degrés. Donc c'est pour expliquer que on cherche à mesurer éventuellement la même chose avec de l'in situ, avec du satellite, mais selon les conditions de mesure, on peut avoir des mesures très différentes qui ne sont pas dues à des erreurs de l'instrument ou de la prise de mesure, mais simplement
la condition physique, la condition de la couche superficielle. Donc on mesure la même chose, mais de façon un petit peu différente. Donc rapidement, les radiomètres infrarouges existent depuis les années 80 avec la série des NOAA, qui est assez connue. Donc là, on mesure vraiment la couche de surface. Le problème majeur de ces observations, c'est qu'on n'a pas de données en présence de nuages. Le rayonnement est complètement absorbé. Il peut être également contaminé par la présence d'aérosols dans l'atmosphère, par une forte concentration en vapeur d'eau aussi. Donc tout ça, les algorithmes essaient de le corriger. Pour ce qui est des masques nuages, le but c'est de masquer, c'est de prévenir l'utilisateur que ce pixel-là, c'est pas de la température de surface de la mer, c'est un nuage. Donc voilà, il y a des masques associés et ce travail est assez critique justement. Enfin, il est très important pour la bonne qualité des observations. Bon, évidemment, on a un signal qui est affecté par le cycle diurne, mais c'est normal. C'est l'État lui-même. Et là, on a des résolutions de l'ordre du kilomètre et plus. Je vais y revenir après pour notamment des futures missions. Alors ici, ça vous intéresse moins et ça nous intéresse moins aujourd'hui parce que là, on n'est pas du tout dans le littoral, mais je pense que c'est important de garder ça en tête aussi parce que si vous cherchez des produits, vous pouvez tomber sur ces produits-là. Donc dans la famille des micro-ondes, on est à beaucoup plus basse résolution, on est à des résolutions 25 km à peu près, ou entre 25 et 50. On mesure aussi vraiment la pellicule de surface. Et là, on ne peut pas s'approcher, parce que les pixels sont pollués par les côtes, on ne peut pas s'approcher à moins de 75-100 km des côtes. Alors, si vous cherchez des produits satellites, ça c'est vrai pour la couleur, c'est vrai pour la température, c'est vrai aussi pour les autres produits. Il y a des appellations par niveau. Ce qui va nous intéresser ici, ce qui va vous intéresser, vous, c'est surtout les niveaux 2 et 3, c'est-à-dire ce qui concerne la variable géophysique, donc la température ou la donnée de chlorophylle ou la donnée de MES. Ça, c'est la donnée sous la trace du satellite. En niveau 3, c'est agrégé quotidiennement, par exemple, ou agrégé dans l'espace. Et le niveau 4, il est interpolé, c'est le niveau qui est le plus utilisé, généralement. Alors, ça dépend évidemment des applications. Ici, on voit un exemple de niveau 2, c'est-à-dire de deux instruments différents. Les mesures sont simultanées, puisque les deux sont sur le même satellite. Donc à gauche, l'infrarouge, vous voyez ici dans le Gulfstream des fronts qui sont très marqués, des structures très fines, et puis à droite, l'instrument plus basse résolution qui ne montre pas tous ces détails. Et en termes de structure, d'intensité des fronts, on le voit sur la section aussi, où en noir, on a la haute résolution avec des fronts très très marqués sur des distances très très courtes, qui ne sont pas vues par la basse résolution. Donc ici, c'est juste pour illustration, un exemple de produit journalier de type L3. C'est ce que vous pouvez trouver. Donc les trous, c'est soit le satellite n'est pas passé, soit en bas, par exemple, ce sont des zones qui étaient nuageuses. Bon, là, je passe, c'est le même genre. Pour la même journée, on a comme ça entre 6 et 10 produits L3, par exemple, au niveau global. Ensuite, on passe au niveau L3 multicapteur et niveau 4, c'est-à-dire interpolé. Donc ça, c'est les produits vraiment les plus utilisés et à partir desquels on peut faire du suivi temporel. Et puis, vous avez des exemples d'illustrations. Je vous invite à aller voir les deux adresses qui sont mentionnées ici. Alors maintenant, quand on va vers le littoral, on cherche à avoir de la plus haute résolution que le kilomètre, bien qu'il soit utilisé également quand on n'a pas mieux de toute façon. Vous avez deux missions qui existent depuis Landsat, c'est depuis 1984, EcoStress, c'est depuis 2018, c'est une mission un peu d'opportunité sur la station spatiale, c'est une mission de la NASA. Malgré tout, il n'y a pas de produit de SST pour ces missions, c'est des missions qui sont dédiées à l'observation surtout terrestre. Il n'y a pas d'observation dédiée, il n'y a pas de produit de niveau 2 classique sur étagère. Il y en a depuis 1 an et demi pour Landsat, mais avec des biais importants, etc. Là, un algorithme qui n'est pas adapté. Et puis, il y a surtout des futures missions. Donc, la future mission Trishna, qui va être lancée en 2026, et deux autres missions, une américaine et une européenne.
Donc Trishna, je pense qu'on en reparlera demain. Ça va échantillonner les zones sur la Terre et puis les zones côtières dans une bande de 100 km avec une résolution spatiale de 60 mètres. Donc dans le thermique et également dans le visible. On ne connaît pas encore très bien les performances dans le visible, mais on espère pouvoir au moins échantillonner, fournir par exemple notamment la turbidité. Ici, on voit un exemple, donc résolution de 60 mètres à gauche et une résolution d'1 kilomètre à droite sur la côte, ici c'est en Galice. Donc, pour les perspectives, là, je ne vais pas inciter parce qu'évidemment, je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui savent bien sûr ce qu'on pourra faire avec ce type de mesure, sachant que par rapport à du Landsat, qui a un échantillonnage temporel de l'ordre de 15 jours, ici, on va atteindre des échantillonnages de l'ordre de 2 à 3 jours. Donc pour l'étude de la qualité des eaux, la surveillance d'activités industrielles et la meilleure caractérisation de panache de rivières, la fourniture aussi de données de très haute résolution pour la validation de modèles avec des résolutions croissantes. Malgré tout, il y a des challenges pour retrouver de la température à cette résolution-là et avec une haute qualité. Donc dans les algorithmes, on est en côtier, c'est complexe, que ce soit la côte, la haute variabilité de l'atmosphère et puis et de l'eau elle-même. On a des besoins en calibration, en validation qui sont nouveaux potentiellement par rapport aux produits kilométriques par exemple. Donc en attendant Trishna, on travaille avec les missions qui existent et qui sont assez peu exploitées. En tout cas pour ce qui est de la température de surface. Alors sans doute à cause des performances radiométriques qui ne sont pas extraordinaires jusqu'à présent, et puis à cause surtout de la revisite temporelle qui est assez faible. Donc il y a Territormos notamment, dans le parallèle de la couleur de l'eau, qui produit également de la température de surface avec un algorithme qu'on appelle monocanal sur l'archive Landsat. Et donc c'est distribué par Theia. Et puis, dans le cadre de la future mission Trishna, donc pour l'instant, ça c'est pas encore sur étagère, c'est pas encore disponible, mais ça le sera sans doute à la fin de l'année. Donc, on travaille également sur les zones côtières en utilisant les missions existantes avec des algorithmes assez classiques en SST pour fournir de la donnée de SST notamment sur la zone qui est montrée ici. Et on travaille aussi avec nos collègues de Nouméa et de Tahiti pour produire également ces données sur certains lagons. Voilà, je vous remercie. Oui, alors c'était les transparents que j'ai enlevés juste ce matin. Mais, alors le GRIST, je l'ai cité, bon, en fait, puisque tu en parles, donc c'est Group for High Resolution Sea Surface Temperature. C'est un groupe international qui réunit les experts, les producteurs et les utilisateurs de SST. Ce groupe, il existe depuis 25 ans. Et il a œuvré pour mettre en place des formats communs dans toutes les données. C'est-à-dire toutes les données de SST là, jusqu'au kilomètre sont au même format. Avec le même nom de variable, il y a un document très, très précis qui décrit toutes ces données. Il recense aussi les besoins d'utilisateurs, etc. Et effectivement, il fournit des listes de produits qui sont disponibles. Alors, c'est pas toujours facile de s'y retrouver. Alors la différence, donc voilà, je pense que tu utilises le produit du JPL qui s'appelle MUR, c'est ça, si c'est du produit au kilomètre. Donc ça, on est dans le niveau 4, donc c'est un produit interpolé qui utilise plusieurs échelles, c'est-à-dire qu'il va utiliser du micro-ondes, des infrarouges, et puis c'est classé par échelle, il ajoute de la résolution au fur et à mesure, et quand elle est disponible. Alors, ce qui fait une hétérogénéité un petit peu dans la résolution du produit, parce que quand il y a de la donnée à 1 kilomètre,
Bah là, on va s'approcher effectivement des quelques kilomètres au niveau de résolution effective, même si c'est interpolé. Par contre, bon, bah, quand on n'en a pas, bah, on revient à quelque chose de plus smooth. Et bon, ça peut être gênant parce que du coup, on fait un peu le yo-yo entre les plusieurs résolutions d'un jour à l'autre selon la dispo. Ça, c'est un petit peu le cas malgré tout de tous les produits parce que voilà, faut boucher les trous et quand on n'a pas l'info, bah, on fait du mieux qu'on peut. En termes de résolution, je pense que je pense qu'ils essayent vraiment de s'approcher le plus possible du kilomètre, au moins quand il existe, c'est-à-dire de ne pas détruire la résolution qui se fait. Après, effectivement, via Copernicus Marine Service, il y a aussi des produits à 2 kilomètres, des produits régionaux. Ce n'est pas tout à fait les mêmes méthodes d'interpolation, mais voilà, on essaie de s'approcher aussi au mieux du, au moins de ces résolutions annoncées. Alors après, voilà, je reconnais que c'est pas facile de s'y retrouver, mais effectivement, il y a un CES, alors je ne l'ai pas cité ici, mais il y a un CES dans le Polo d'Atis, couleur de l'eau et SST haute résolution. Et mais il ne faut pas hésiter à nous contacter ou à contacter voilà, les personnes qui sont mentionnées dans les présentations pour demander des informations, parce que c'est pas toujours facile. On a essayé de faire de quel SST j'ai besoin et de faire un fléchage, mais c'est pas, voilà, c'est pas évident, ça dépend des applications, il ne faut pas hésiter à demander. Merci Emmanuel. Je profite de l'occasion par rapport à ta dernière remarque. On a vu que dans les participants à cette réunion, il y avait presque 50% des personnes qui se posaient la question de l'accès aux données. Et tu as parlé de figures de synthèse un peu pour les nuls, retrouver où. Enfin, une proposition, si vous avez ce genre de schéma, ce serait peut-être intéressant de les partager au minimum de cette communauté. Pourquoi pas? Ça peut faire partie des idées ou des choses à creuser, justement. On a déjà quelques contacts, on a vu qu'on pouvait vous contacter pour des questions plus ou moins précises. Mais c'est vrai que si on peut avoir des choses comme ça, le chemin à parcourir pour avoir accès à telle ou telle donnée, je pense que ça pourrait être intéressant aussi. Oui, bah, moi j'attends aussi de ce genre de remarques de votre part et ce genre de questions. C'est voilà, moi mon application c'est ça, les données je les trouve pas ou je sais pas lire du NetCDF, je sais pas ce que c'est ou voilà, j'ai qu'un tableur ou je veux juste une image. Enfin et ça on n'est pas parfois un peu éloigné en fait des utilisateurs finaux. Et c'est important justement au niveau, bah, déjà au niveau local. Bon, je pense que c'est le rôle aussi du Polo Datis, c'est aussi de recenser les besoins et puis de s'adapter.